Salut, c'est Kuntar et bienvenue pour une petite vidéo littéraire, encore une fois. Et si je me suis mis en grand modèle, ce n'est pas pour que vous puissiez apprécier mon visage fin et avenant et amical, mais c'est surtout pour que vous puissiez voir un petit peu mieux ce dont je voulais vous parler. Bien, voilà. Donc, si je fais cette petite vidéo, c'est parce que j'ai eu le plaisir de recevoir aujourd'hui dans mon courrier le numéro 77 de Drugs and Tank. Le voici, voilà. Et dedans, vous remarquez tout de suite l'AMX30 versus T62. Alors, je vais détailler un petit peu, mais c'est un numéro que vous pourrez acheter au mois de janvier-février, donc il faudra encore attendre un petit peu. Moi, je suis abonné, donc je le reçois largement en avance. Mais il est intéressant à plus d'un titre, et notamment parce qu'on parle de la MX-30, mais on parle aussi de deux autres familles de véhicules français, les AML, justement j'avais fait une vidéo dessus où on prépare l'arrivée de l'AML 90, l'automitrailleuse légère, et aussi il parle d'un autre char qui est emblématique de la France, qui est l'AMX 50. Pas le surbaissé, le normal, hein, mais le voilà. Donc voilà, une superbe réalisation technique française. Et donc je vais vous faire un petit peu, je vais vous lire le sommaire un petit peu pour vous donner envie de l'acheter, parce que non, je ne veux pas recruter un nouvel équipage. Parce que comme vous le savez, en France, on n'a vraiment pas beaucoup de littérature qui concerne le milieu militaire à proprement parler. On a quelques revues, Raid. J'ai fait une vidéo sur le numéro spécial, justement, les prototypes blindés de 1985 à 2015. Mais il y a aussi, je veux dire, il n'y a pas tellement de littérature. Et l'éditeur Caractère, justement, sort plusieurs revues, dont à mes yeux, et puis il y a aussi d'autres revues plus historiques, mais la TNT est à mes yeux, elle est intéressante parce qu'elle s'intéresse surtout à l'aspect technique. Et moi, c'est ce qui m'intéresse surtout, c'est l'aspect technique, les chars, voilà, les prototypes, les choses qui ont existé, qui ont été à l'état de prototype, et là vous découvrez des choses plus intéressantes. Donc passons rapidement. Donc il y a les actualités. Donc vous avez le Scorpion de Thales Techman, donc vous avez donc des nouveaux véhicules. Voilà, je ne vais pas faire d'essai. L'exercice Iron Spear 2019-2020, et là je vais m'arrêter un petit peu parce que c'est quand même important pour tous ceux qui critiquent un peu le Leclerc, patati patata, le Leclerc, gna gna. Donc, victoire d'un Leclerc du 7 au 13 octobre 2019 sur le camp d'Adasie en Lettonie. Les Leclerc du sous-groupement tactique interarmes SGTIA de la mission Lynx 6 ont affronté leur homologue de l'Air-Set Forward Presence lors de l'exercice Iron Spear 2019. Et, eh ben, ils ont gagné. Voilà. Et une victoire au terme d'une épreuve très disputée qui a mis en avant les qualités du Leclerc: mobilité, agilité, rapidité et précision. C'est sûr que par rapport à ses adversaires qui ont parié justement sur l'ultra blindage et l'alourdissement à des niveaux tels que ces chars ne sont plus manœuvrables et perdent donc tout ce qui fait la force d'un char, à savoir la mobilité, la brutalité dans l'assaut, ils n'ont plus cette brutalité parce qu'en tout terrain ils sont incapables, ils se déplacent comme un essaim de canard à qui on aurait coupé les pattes. Non, voilà. Donc le Leclerc aujourd'hui en Occident et avec la Russie, c'est les seuls chars qui gardent ce qui doit être un char, c'est-à-dire un véhicule de choc, mais qui est capable de détruire ses cibles en mobilité forte, avec une grande mobilité, et ça c'est quelque chose que n'ont perdu les Américains, les Allemands, les Anglais, qui ont des chars qui atteignent 70, 71, 72 tonnes, et qui sont même pas capables de traverser des ponts normaux parce qu'ils ne les supportent plus. Ensuite, il y a un petit article sur le défilé chinois où on doit parler justement des nouveautés. Après, vous avez l'actualité, l'école de conduite des blindés de Malwinkel, ça doit être en Allemagne. Ensuite, un petit article sur le musée militaire de Belgrade. Donc, vous imaginez,
il y a sûrement des chars russes, bah oui, hein. Ensuite, des livres à lire. Donc, il y a un livre sur le polar, mais je l'ai déjà. Je vous en parlerai sur ma vidéo sur les bouquins. Ensuite, vous avez le T-34 versus le Stu, les Wunderwaffen, le Panzer IV, tatati, patata. Donc, premier article qui est un article sur des véhicules italiens, les camionnettes AS-37, AS-43 et des Ertica 43. Alors, ceux qui ont fait la branche italienne, comme moi au début, bah, ils reconnaîtront le véhicule qui sert de véhicule de DCA dans les premiers tirs, c'est-à-dire avec un canon de 20 mm sur un, voilà, qui est pas très performant. Voilà, je vais vous les montrer. C'est plutôt sympa, c'est donc, mais le commentaire, c'est il est arrivé trop tard. Ensuite, vous avez un petit article sur le 37 mm Gun Motor KH M6. Donc, c'est un TD comme le Lafi français qui avait un 47 mm, sauf que là, il est monté sur un affût Jeep. Donc, c'est un canon anti-char de 37 mm, oui, sur une Jeep. La Jeep Willys. Donc, un petit article qui décrit un véhicule qui a existé hein, et qui était intéressant à ce titre-là. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui arrive maintenant, la MX-30 versus le T-62. Alors, ce qu'il faut savoir dans cet ouvrage TNT, c'est que vous avez des articles donc techniques où on vous parle effectivement, je dirais d'un véhicule et on rentre un petit peu dans les détails, et vous avez aussi des articles un petit peu, on va dire, comparatifs. Par exemple, ben là, il y avait une fois un article sur les chars de la Première Guerre mondiale, quel était le meilleur, on va dire, char moyen de la Première Guerre mondiale. On prenait le début, le milieu et la fin. Et donc, on s'apercevait que le Sommet était un bon char par rapport aux adversaires, parce qu'il avait, malgré ses défauts, il avait quand même quelques points positifs, comme le blindage, la mobilité, le canon, et quand même, ça fait. Le seul point négatif, effectivement, c'était cette putain de tourelle mono à une place qui faisait chier tout le monde et voilà, et qui fait que bah, tactiquement c'était impossible à gérer pour un militaire français. Et dedans, eh bien, la MX-30 versus le T-62, c'est plus une mise en perspective de deux adversaires potentiels de la guerre froide. La MX-30, avec son OCC, obus charge creuse, et le T-62 de base, hein, le T-62 initial. Et c'est intéressant parce que, bah, justement, on a trop souvent tendance, ouais, les chars. Et justement, ça c'est vraiment intéressant, parce qu'on parle du contexte géopolitique, on parle de les raisons, ou les raisons qui ont conduit à créer, je dirais, la MX-30, et pas un char comme les Américains des M60 avec des très gros blindages, des trucs bateaux. En plus, le M60 c'était une vraie montagne. Non, c'était vraiment, c'est ce que je m'évertue à dire à chaque fois, c'est que on construit un char suivant une doctrine. On pose, on dit je veux ça, je veux ce résultat, et on construit en fonction de ce qu'on veut. Donc après, si les mecs se plantent, et ben effectivement, on a une merde. Et ben si on se plante pas, on... Alors, dans ces années-là, dans les années 50, on est parti d'un constat. La charge creuse, c'est un obus qui se généralise. Alors, son seul inconvénient, c'est effectivement qu'il a une trajectoire un peu, on va dire, qui part un petit peu aux as dès que vous dépassez bah, les 1000 mètres. Hein, je veux dire qu'il part à gauche, à droite, il se disperse énormément. C'est un tir, je dirais, son modèle de tir, c'est un modèle balistique, c'est-à-dire qu'il faut tirer haut pour tirer loin, parce que la vitesse initiale n'est pas très importante. D'autre part, il n'y a pas de stabilité. C'est pas stabilisé, donc ça a tendance à partir, dès qu'il y a un coup de vent, à partir un petit peu dans les champs. Donc cet obus, il est puissant, il est fort, il est bien, sauf que bah, il permet pas d'engager des cibles à longue distance, et donc on continue à compter donc sur le blindage pour résister à des obus capés, des obus pleins avec un petit peu d'explosif dedans, suivant les modèles, mais on est toujours dans cette optique-là, voilà. Et la France, avec le fameux obus G, c'est cet obus qui en fait est stabilisé parce qu'il est dans une espèce d'étui où il tourne sur lui-même,
Cet objet va permettre de stabiliser le tir et de lui donner des vitesses initiales importantes, plus de 1000 mètres par seconde, et donc de faire mouche à des distances relativement importantes, et surtout de pénétrer 400 mm de blindage à 1000, 2000, 3000 mètres, c'est-à-dire que là où il pénétrera une cible, il percera toujours la même distance, et il n'aura pas besoin de se trouver à 10 cm pour percer une grande proportion de blindage. Donc c'est quelque chose qui est... À partir de ce constat, les Français et les Allemands, qui ont construit le Léopard 1, on dit mais ça sert à rien d'avoir des trucs qui pèsent 100 tonnes d'un côté, puisque de toute façon, par exemple le Morse, avec ses 300 mm, tu tires un obus, il était percé de part en part, quoi, grosso modo. Hein. Donc c'était pas franchement le truc le plus intelligent que... Voilà, et puis alors que là, t'as des chars qui sont qui sont légers, 36 tonnes pour le char français, une quarantaine de tonnes pour les chars russes, mais qui surtout, eux, voilà, sont capables, voilà. Mais le but, c'est de casser les vagues de chars russes et donc de tirer à longue distance. Donc on n'a pas besoin de stabilisateur puisqu'on est à la chasse à l'affût, c'est-à-dire on est posté, on attend le gibier qui passe et puis pom, 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 on ne bouge pas. On est dans des postes comme la chasse à l'affût. Hein. Donc, ceux qui connaissent, qui chassent un peu, sauront de quoi je parle. Donc à partir de là, on conçoit un char avec un bon canon, un bon obus, un châssis qui permet de se déplacer rapidement, et ben vous avez le char qu'on voulait, c'est-à-dire un char qui soit capable de défoncer des chars à 1500 à 2000 mètres, sans que ceci ait la capacité de riposter, parce que le mec, une fois qu'il aura détruit une compagnie ou un escadron, et ben il se sera barré avec ses petits copains. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant. Et dans l'article, on s'aperçoit que la MX-30 faisait mieux que se défendre contre le T-62, qui avait une mobilité bien moindre que la MX-30, c'est ce que je découvre, hein. Et surtout qu'il avait un excellent canon, voilà. Donc là, vous avez l'obus performant, un sabot détachable de 115 mm du canon, gna gna. Donc pouf pouf, a une portée théorique de 4 mm. Voilà. Et la charge creuse, c'est 494 mm d'acier, ont une portée de 3 mm. Néanmoins, derrière ces valeurs flatteuses se cache une réalité bien différente. Ainsi, au-delà de 1600 mètres, les chances de mettre hors de combat un MBT décroissent rapidement, car les High Velocity Armor Piercing, performant à haute vitesse initiale, 1615 mètres, perdent très nettement de leur pouvoir performant. Toutefois, les soviétiques ne jugent pas négativement cette distance d'engagement pratique assez faible, car de toute façon elle correspond peu ou prou aux compartiments de combat d'Europe occidentale, souvent urbanisés, mais qui conservent des espaces dégagés. Les visées sur les objectifs situés au-delà de 1500 mètres est en effet généralement gênée par des constructions. Voilà, donc du côté russe, on est assez pragmatique. On sait bien qu'en Europe, on n'est pas comme dans le désert où on peut tirer à 4000 mètres, il n'y aura pas à part un dromadaire qu'on flinguera parce qu'il aura la mauvaise idée de passer à ce moment-là. Je veux dire, c'est pas ce qui compte. Donc voilà les portées de combat classiques. Mais si je vous montrais, moi j'ai les tables de tir des chars et les probabilités d'atteinte, en fait, au-delà de 1000 mètres, vous apercevez que les probabilités d'atteinte d'un char soviétique avec n'importe quel obus, elles s'effondrent, mais totalement. Si vous êtes à 500 mètres, vous avez de très bonnes chances d'atteindre une cible, 90%, mais si vous passez à 1000 mètres, vous êtes déjà plus qu'à... Vous réduisez quasiment de 50%. Et alors, donc ça veut dire qu'à très longue distance, à 1600 mètres, en fait, ils étaient quasiment pas capables de toucher une cible. Parce qu'ils n'avaient pas des canons précis. Voilà. Et c'est ça la problématique. Et ça, c'est grâce à mes petits Janes que j'ai ici et qui sont des mines de renseignement. Voilà, donc il y a des choses qui sont assez intéressantes. Et donc, après la conclusion, globalement, la MX-30B, et surtout la version B2, est supérieure dynamiquement parlant au T-62, plus rustique et moins mobile, qui en outre souffre de quelques dysfonctionnements non corrigés dans le temps, à l'inverse de son adversaire du jour régulièrement amélioré. De plus, le MBT français peut porter des coups dévastateurs si les engagements se situent au-dessus de la barre fatidique des 1600 mètres, d'autant qu'il bénéficie d'un système d'observation plus efficace.
Ça aussi, les systèmes d'observation, c'est important. Voilà. Si les distances se réduisent, le 115 mm retrouve des couleurs en étant capable de venir à bout assez facilement d'un AMX30. Donc, c'est ce que je vous dis, si on descend en dessous de ces valeurs, c'est-à-dire en dessous de 1600 mètres, parce que dans la réalité, à 1600 mètres, vous touchez mon cul, mais vous êtes incapable de toucher un chat. Euh, euh, Là, voilà, donc c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et vous avez un petit addendum, voilà, ici, hop, je vous montre. Les versions modernisées du T62 et T62MV versus AMX30 Brennus. Donc on fait un point d'étape, on va dire, on prolonge le comparatif sur les dernières versions du T62 et de l'AMX30 Brennus. Et c'est toujours le char français qui s'en tire, parce qu'il a eu des améliorations techniques, les conduites de tir Kotak, enfin pour les dernières moutures, des caméras de vision Castor qui ont été améliorées aussi, je ne sais plus si c'est les Castor ou si c'est un autre. Bref, voilà, il domine toujours d'une petite tête. Ensuite, alors, je connais quelqu'un à qui ça va faire plaisir, notre passionné des chars allemands, le Marder 2, un petit entrefilet avec surtout pas mal de photos, et c'est marqué puissant bricolage, donc c'est juste quelques photos, c'est un album photo d'ailleurs, c'est marqué, donc c'est juste pour voir, et c'est intéressant parce que c'est des photos qui ne sont pas diffusées. Ensuite, on attaque un autre gros article qui, moi, va me passionner. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une petite preview sur l'AML 90 qui devrait sortir incessamment sous peu dans l'arbre français. Eh bien, figurez-vous que dans cet article que voici, mesdames et messieurs, les automitrailleuses légères Panhard, voilà, je vais y arriver, où on parle de la genèse de ces engins fantastiques qui ont une existence très importante. Bon, c'est pas grave. J'étais pas sur le bon, hein, donc c'est voilà, il y a on parle de la genèse, donc voilà, on remonte au premier, le BR de Panhard, tout ça, et donc après les années 58, où je dirais que les premières moutures de l'AML font leur apparition. Et dedans, donc, on parle des différentes versions, le mortier de 60 mm, le canon de 90, le canon de 75, euh, on parle de la caisse, des tourelles, voilà, des petits détails comme ça. Donc, hop, escape, retourner au garde de toute façon, hop, voilà. Donc, intéressant. Là, vous avez les différentes. On continue à avoir des petites choses sur le tableau de bord, le poste de pilotage et le poste de combat, les différents types de tourelles qu'on avait. Voilà, et ça se termine ici. Donc c'est un article, on va dire, de fond, hein, qui est quand même dans cette revue assez important. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages, donc qui vous permettent de découvrir. Ensuite, vous avez un dossier plutôt photo, là encore, Berlin 1945, où on photographie des épaves, on va dire, de chars allemands qui ont été détruits pendant l'assaut final, et puis d'autres choses. Parle des derniers bricolages, des dernières armes qu'on a testées à cette occasion. Et enfin, le dernier gros article, le char lourd AMX50, avec une superbe photo que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Et donc là, on parle de... C'est un char, voilà, des projets d'avant 51, donc des choses comme ça.
on parle de l'AMX-50 Foch, on parle des différentes versions, et c'est là que vous apercevez qu'effectivement, ces chars ont défilé au 14 juillet, donc c'était plus que des projets. Et on parle donc, il y avait les chars moyens à AMX 50-100, l'AMX 50-120, et les raisons de leur abandon, mais enfin, on va être clair, les raisons de leur abandon, c'était dans l'après-guerre. L'après-guerre, les Français mangeaient pas leur faim, encore, parce on était en pleine c'était toujours la reconstruction. Il faut pas oublier qu'en 45-46, c'était toujours des combats, hein, enfin voilà, donc c'est un pays qui est très abîmé, très endommagé, on reconstruit les usines, on reconstruit, voilà, mais il y a encore des nécessités, et je dirais que quand on est dans un gouvernement, il y a des choix budgétaires à faire, et si on est d'accord, si le gouvernement est d'accord pour relancer l'industrie des blindés, je veux dire que les offres américaines du plan Marshall, notamment, avec les M47, vont venir à point nommé pour, disons, équiper l'armée française avec des chars américains, reçus à l'œil, voilà, c'est gratuit, et l'argent qui n'est pas investi dans l'armement, il est investi dans la reconstruction, ce qui était une nécessité. On peut pas dire que ouais c'est super, on aurait dû construire des chars, ça aurait dû... Non, quand même, là il y a des choses, il y a des choix à faire, hein, des choix économiques, et le choix économique qui a été fait, et fort logiquement, c'est de reconstruire le pays pour que les gens mangent à leur faim. Et voilà, et puis ça a été les 30 Glorieuses, et voilà, ça va s'enchaîner, et voilà. Donc, ce numéro 77 de TNT, voilà, 3 raisons pour l'acheter. Il y a 3 articles super intéressants sur l'AMX50, sur un comparatif entre l'AMX30 et le T62. Donc en fait, une revue un petit peu, on va dire, comparative, une étude comparative de 2 adversaires potentiels qui auraient pu se rencontrer, malheureusement, durant un conflit, quand la guerre froide devient chaude, comme on disait, et qui aurait pu voilà, se passer en Europe. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le dossier sur l'AML, qui est une famille extrêmement riche en versions et en différentes... voilà, et qui donc voilà, mérite d'être lu et puis bien étudié. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc vous me retrouverez en petit format pour les prochaines vidéos. Ça, c'était vraiment pour vous faire partager quelques images voilà, sur ce numéro 77 de TNT. Et moi, en tant que supporter et amateur de blindés et puis de culture, on va dire, militaire, même si je ne suis pas militariste pour dessous, mais l'histoire militaire et les technologies militaires m'intéressent, ouais, je vous encourage à acheter et de temps en temps des revues comme ça, chez Caractère, pour soutenir un éditeur français qui permet à des gens comme moi ou à des gens comme vous de lire des choses intéressantes. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas que les chars, il y a aussi l'OS, une revue sur le monde de la marine, et puis il y a aussi une revue sur le monde aérien pour ceux qui sont passionnés par les avions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et puis à la prochaine. Ciao ciao.